Sur une autoroute gelée des Alpes, un ancien commando de marine a freiné si brutalement que son chien a été projeté en avant. Ce qu'il a vu dans la tempête, aucun homme ne devrait jamais en être témoin. Avant de commencer, dis-nous d'où tu nous regardes dans les commentaires. Et si cette histoire te touche, abonne-toi pour d'autres récits de courage, de foi et de seconde chance. Une veuve serrant un bébé contre sa poitrine. 4 enfants derrière elle, en file indienne, enveloppés dans des vêtements bien trop légers pour cette nuit-là. Le vent giflait leurs visages, la neige effaçait déjà leurs traces. Elles ne criaient pas, ne pleuraient pas. Elles marchaient, comme si la survie n'était plus un choix, mais une punition. C'est ce tableau qu'Étienne Moreau aperçut au dernier moment, sur une autoroute alpine gelée, une nuit d'hiver où personne ne devrait être dehors. Il freina si fort que le pick-up fit un demi-tête à queue. Son chien, Titan, un malinois belge au poil sable et au regard d'ambre, aboya une fois, grave, alertant à la fois le soldat qu'il avait été et l'homme qu'il essayait encore de redevenir. Étienne avait 35 ans. Ancien commando de marine, habitué aux portes défoncées, aux tirs de nuit et aux exfiltrations impossibles. Ce soir-là, il rentrait simplement vers le vieux ranch familial, brûlé 2 hivers plus tôt, pendant qu'il était déployé. Il s'était imaginé une route silencieuse, presque anesthésiante. À la place, il y eut eux. Il sortit du camion. Le vent lui arracha le souffle. Titan sauta à ses côtés, la neige accrochée à ses moustaches. La femme se figea, le bébé serré contre elle. Elle se plaça à moitié devant ses filles, fine mais droite, les épaules légèrement penchées vers l'avant, comme un bouclier humain. « Restez en arrière », murmura-t-elle. Sa voix tremblait, mais pas de soumission, de vigilance. Étienne leva les mains, paumes ouvertes. Il nota les lèvres bleues des enfants, leurs doigts raides. Le tremblement qui n'était plus seulement de peur, mais d'hypothermie. Sa voix sortit basse, calme, celle qu'il utilisait autrefois pour rassurer les civils. « Venez avec moi. Personne ne survit seul, pas par ce temps. » Pendant un instant, il n'y eut que le vent. Puis la femme regarda ses enfants. Quelque chose céda dans son regard. Pas la force, mais la résistance à l'espoir. Elle hocha la tête. Quelques minutes plus tard, les enfants étaient dans la cabine chaude, Titan installé comme un garde, silencieux, entre elle et la porte. La femme monta en dernier, jetant un dernier regard à la route, comme si la tempête allait la rappeler. Étienne remit le moteur et prit la sortie vers le chalet qu'il pensait affronter seul. Ce soir-là, il ne serait plus vide. L'intérieur du chalet se réchauffa lentement. Feu dans la cheminée, bouillotte improvisée, couverture sortie d'un vieux coffre en cèdre. Les joues des enfants perdirent peu à peu cette teinte bleutée qui avait terrorisé Étienne au bord de la route. Titan s'installa près de l'âtre, les yeux ouverts, suivant chaque mouvement. Les petites mains finirent par oser se poser sur son flanc chaud. La femme s'assit près du feu, le dos droit, malgré l'épuisement. Ses longs cheveux noirs collaient encore un peu à ses épaules. Quand elle parla, ce fut doucement. « Je m'appelle Léa Dubois. » Son histoire sortit par morceaux, comme si chaque phrase tranchait un peu plus profond. Un père disparu dans ces montagnes 15 ans plus tôt, jamais retrouvé. Une mère inquiète qui la marie à une autre famille, stable, respectable. Un mari, Marc, qui au début avait des épaules larges et un rire franc. Puis l'alcool. L'obsession d'avoir un fils. Chaque naissance d'une fille comme une nouvelle accusation. Les excuses, les promesses, puis les bleus. Elle ne haussa pas la voix. C'est ce qui frappa le plus Étienne. La façon dont la douleur pouvait être dite sans un cri.
Quand les enfants s'endormirent, lune levée contre Titan, comme une couverture vivante, Étienne s'assit en face d'elle. « Le ranch de mes parents a brûlé pendant que j'étais en mission, » dit-il simplement. « Je n'ai pas pu revenir à temps. » Il ne parle pas longuement de la guerre, mais glissa quelques mots. Une opération, 3 otages sauvés, 5 hommes perdus. On devinait le reste à sa mâchoire serrée, à son pouce frottant une vieille cicatrice sur son poignet. Léa l'écouta sans le couper, sans le plaindre. Elle se contenta d'être là. Parfois, c'est plus précieux que toutes les réponses. « Vous portez des fantômes », murmura-t-elle enfin. « Vous aussi », répondit-il. Et dans ce simple échange, quelque chose se fit moins lourd. Le lendemain, la tempête s'était calmée. Étienne réparait l'ancienne étable, Titan tournant en rond dans la neige. À l'intérieur, Léa rangeait, comme pour remercier cette maison qui ne lui appartenait pas encore, mais qui les avait déjà sauvés. En cherchant des couvertures dans un vieux cadre de lit, ses doigts heurtèrent un petit coffre en bois. Elle l'ouvrit. Son souffle se coupa. Une couverture tissée, indigo, traversée d'éclairs blancs et argentés. Le motif de sa famille. Aucun doute possible. Les bords usés, la laine adoucie par le temps. Elle sentit presque l'odeur de fumée et de sauge. Les mains de son père. Quand Étienne entra, il la vit figée, la couverture dans les mains. « D'où tenez-vous ça ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. Il la reconnut aussitôt. Sa gorge se noua. « 15 ans plus tôt, dit-il, ma camionnette est sortie de la route. Tempête, glace. Je pendais au-dessus d'un ravin. Je ne pouvais plus bouger mes jambes. Il revoyait la scène comme si c'était la veille. Un homme est apparu, grand, cheveux noirs, yeux, bon. Il m'a enveloppé dans cette couverture. Il m'a tiré. Il m'a sauvé. » Sa voix se brisa, mais il continua. Et puis le sol a cédé sous lui. Il est tombé. Le silence tomba comme une chape de neige. Les yeux de Léa se remplirent d'une tempête qu'elle retenait depuis 15 ans. Elle comprit sans qu'il ait besoin de dire son nom. Son père. Elle serra le bébé contre elle, appela ses filles, marcha vers la porte. Étienne la suivit dehors, le froid lui mordant le visage. « Je ne suis jamais allé voir votre famille, » admit-il. « J'ai eu peur. Peur de ce que je vous avais pris. Peur de votre regard. » Il inspira, la voix rauque. « Je vis parce qu'il est mort, et je porte ça depuis. » Léa ferma les yeux. « Vous savez ce que c'est, d'attendre 15 ans quelqu'un qui ne revient pas ?» chuchota-t-elle. « Oui, » répondit-il. « Plus que vous ne le pensez. » Elle regarda ses filles, leurs joues rougies par le froid. Le chalet derrière eux, la route devant. Entre les deux, la réalité. « Je ne vous pardonne pas, » dit-elle enfin. « Pas ce soir. » Il hocha la tête. Il n'attendait pas moins. « Mais les enfants ont besoin d'un toit. Et vous ne nous avez pas laissé mourir sur cette route. » Elle se retourna vers le chalet. « On rentre. » Et avec cette phrase, elle ne lui offrit pas le pardon. Mais elle lui offrit une chance de le mériter. Les jours suivants prirent un rythme fragile. Bois coupé, repas simple, petite routine de survie qui se transformait doucement en quelque chose ressemblant à une vie. Puis, on entendit des moteurs. Un pick-up noir entra dans la cour, suivi d'un véhicule de gendarmerie. Titan se raidit. Étienne posa le marteau, chaque réflexe militaire se réveillant. Marc descendit du camion. Grand, massif, le visage mangé par la colère et l'alcool. Le capitaine de gendarmerie Rousseau sortit de la voiture derrière lui. Un homme au visage marqué par les années, l'air de quelqu'un qui a déjà vu trop de maisons brisées. « Eh ben » ricana Marc en apercevant Léa à la fenêtre. « Ma femme qui joue à la ferme avec un soldat. »
Léa sortit, le bébé dans les bras, les filles collées derrière elle. Les marques jaunissantes sur ses poignets parlaient pour elle. Étienne se plaça entre elle et Marc. Titan, immobile à ses pieds, n'attendait qu'un signe. Rousseau observa la scène. Les enfants reculant à la vue de leur père, le corps de Léa se crispant à chaque mot et le calme maîtrisé d'Étienne, prêt à tenir sa position sans chercher le conflit. À l'intérieur, Léa résuma des années de peur. Les coups, les cris, la fuite dans la neige. Rousseau l'écouta en silence. Il connaissait trop bien ce type d'histoire. « J'ouvre un dossier pour violence conjugale », déclara-t-il. « Audience demain matin. » Marc hurla qu'on lui volait sa famille, mais Rousseau répondit simplement « Une famille n'est pas une propriété. » Quand Marc partit, la neige effaça ses traces, mais pas les années qu'il avait laissées sur la peau de Léa. Le lendemain, au tribunal du canton, Léa se tint droite devant la juge Morin. Elle raconta sans colère ni haine, les enfants cachés derrière les portes, les verres brisés, la nuit où la neige avait semblé moins dangereuse que restée. Rousseau confirma, les ecchymoses, la peur et la sécurité retrouvée chez Étienne. Marc tenta de minimiser, d'inverser la culpabilité. Mais cette fois, personne ne le croyait. La juge rendit son verdict. Mariage dissous. Garde exclusive à la mère. Ordonnance de protection immédiate. Un souffle long échappa à Léa. Pas une victoire, un relâchement. En sortant, Titan frotta sa tête contre la jambe de la fille aînée. Pour la première fois depuis longtemps, l'air n'avait plus le goût de la peur. Les semaines suivantes, le ranch devint plus qu'un refuge, un foyer. Étienne construisit une nouvelle pièce, répara le toit, renforça la clôture. Chaque planche comme une promesse silencieuse de sécurité. Léa planta des fleurs sauvages, brûla de la sauge, enseigna à ses filles à vivre sans s'excuser de rire. Et parfois, leurs éclats de joie se mêlaient aux aboiements de Titan. Pour cette maison autrefois marquée par la perte, c'était un son nouveau, presque sacré. Mais une dernière étape restait, affronter le passé qu'Étienne fuyait depuis 15 ans. Un matin de printemps, ils prirent la route vers la communauté de Léa. Sur le perron les attendait Marie, sa mère. Après l'étreinte, elle fixa Étienne. Dans la chaleur douce du chalet, il raconta la route glacée, l'homme aux cheveux noirs, la couverture indigo, le sol qui cède. Marie ferma les yeux. Une larme coula. Il est mort en protégeant une vie. C'est un honneur, pas une honte. Ne portez pas ce qui ne vous appartient pas. Le poids dans la poitrine d'Étienne se desserra. « Quelles sont vos intentions envers ma fille ?» demanda-t-elle. Il répondit sans détour. « Me tenir à ses côtés, offrir un foyer sûr à ses enfants, que plus jamais elle n'affrontera l'hiver seule. » Elle hocha la tête. Cela suffisait. La cérémonie fut simple. Une courte pointe étoilée posée sur leurs épaules, les anciens murmurant des bénédictions. Titan tournant autour comme un témoin à quatre pattes. Ce n'était pas un conte de fées. C'étaient deux vies cabossées qui choisissaient de recommencer. De retour au ranch, la neige fondue laissait apparaître des taches d'herbe. Les enfants jouaient avec Titan, leur rire emplissant la cour. Sur le porche, Étienne murmura « Avant, cette terre me semblait morte, comme si tout n'était que cendre et silence. » Léa serra sa main. « Et maintenant ?» Il regarda les enfants, la fumée de la cheminée, les fleurs qui perçant la terre froide. Maintenant, même l'hiver semble moins froid, tant que vous êtes là. Certains disent que les miracles arrivent avec le tonnerre, mais parfois un miracle ressemble à un soldat fatigué qui s'arrête sur une autoroute gelée.
ou à une mère qui refuse d'abandonner, ou à deux vies brisées qui se croisent au moment exact où Dieu décide que la douleur a assez duré. Si tu regardes ceci ce soir et que tout te semble encore trop froid, tiens bon. La rédemption ne hurle pas toujours. Parfois, elle frappe doucement à une porte et dit « Venez avec moi, personne ne survit seul ». Si cette histoire t'a touché, partage-la. Écris en commentaire ce qui t'a le plus marqué. Et abonne-toi pour plus d'histoires d'espoir et de seconde chance. Que Dieu te garde au chaud dans chaque tempête.